Alors, pour ceux qui ont encore un peu de force, je m'appelle Jürgen Hochberger, j'étais avec Denis Sautreau. On avait initié, disons, et avec Stanislas Chaussade, ces universités d'endoscopie il y a longtemps. Et merci à nouveau pour la gentille invitation. Alors, je vais vous parler un peu de l'endoscopie du futur ou du futur de l'endoscopie. Moi, je pense que ce sont des résections endoscopiques préservant l'organe. Conflit d'intérêts. Alors, j'étais jusque fin avril 2016 à Strasbourg. J'ai beaucoup oublié de mon français, mais je vais essayer. Alors, je suis à Berlin depuis le 1er mai 2016, à Friedrichshain, qui se trouve au centre de Berlin, un hôpital de 1000 lits. On a 2 nouveaux bâtiments. Alors, quand vous êtes à Berlin, vous êtes toujours les bienvenus. Alors, je pense que le futur des techniques mini-invasives va donner, disons, va rendre les 3 disciplines de la chirurgie mini-invasive, de la radiologie et de l'imagerie, disons, et de l'endoscopie interventionnelle, va les mettre encore plus ensemble. Alors, on va travailler encore plus proche ensemble. Alors, quand vous voyez ces techniques de résection qui s'étendent de la muqueuse jusqu'à la couche musculaire, beaucoup de choses ont changé. Quand vous voyez le poème, c'est aujourd'hui déjà une technique standard. Plus de 10 000 patients traités et on a réussi à montrer que c'est équivalent à une myotomie LR. C'est possible après échec d'une myotomie LR et, disons, le succès clinique à short term est certainement 90%. Mais après 5 ans, on ne sait pas encore, ça sera peut-être les 80%. On sait qu'on a un reflux dans la pH-métrie dans 50 à 60% des patients. 25 à 30% sont symptomatiques, mais la majeure partie sont facilement à traiter par des IPP. Alors on va voir pour le futur, et je viens de parler avec Laurent Palazzo, que Inouï, qui avait inventé cette technique, avait montré début de cette semaine un geste endoscopique anti-reflux par Nautz, alors une fond-d'application intérieure à travers le tunnel. Alors, il y a encore du potentiel. Alors, il manque encore un follow-up à long terme, plus de 10 ans, mais pour l'instant, il semble devenir le nouveau standard. Mais vous voyez aussi, pendant les dernières années, on est devenu de plus en plus agressif et invasif. C'était un patient qui arrivait avec de la fièvre, avec 40 000 leucocytes, alors cellules blanches, avec du pus ici dans la cavité pleurale para-œsophagienne. Et le patient avait déjà un drainage thoracique, mais quand même, l'infection n'était pas résolue. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Quelque chose qui semblait encore fou. Il y a quelques années, on a ouvert activement l'œsophage pour mettre une éponge en polyuréthane VAC à travers l'œsophage dans cette cavité infectée. Alors, ici, vous voyez ces ciseaux de 5 mm pour ouvrir la couche musculeuse, disons, toute la paroi de l'œsophage. Ici, l'éponge VAC, comme on en avait parlé lors de la gestion des complications chirurgicales colorectales et aussi œsophagiennes. Ça, c'est la même cavité, 3 mois après, complètement fermée. Pour 3 semaines, on avait changé tous les 3-4 jours ces éponges et ça s'est complètement retiré. Ici, encore un clip qu'on avait enlevé et le patient va bien, il est à la maison, il mange, il est toujours vivant. Alors, la même chose
choses. Je pense une chose qui nous facilite la vie et qui est très importante, ce sont les nouvelles technologies en imagerie. Alors vous voyez, originalement on avait des sources de lumière conventionnelles à lumière xénon. Aujourd'hui, ce sont par exemple 4 sources laser qui facilitent certainement des créations, des nouvelles modes de chromo-endoscopie et d'amélioration de contraste. Alors vous voyez ici, alors c'est un endoscope standard. Vous voyez la très bonne résolution aussi pour le diagnostic, mais aussi pour la résection, et je pense pour la précision des gestes, ça va nous aider beaucoup. Là, c'est un EBO presque normal, mais on avait trouvé des dysplasies multifocales et on allume la lumière, pour dire comme ça. Ça, c'est à lumière à laser bleu. C'est de BLI, Blue Laser Imaging. Et vous voyez avec cet endoscope aussi pendant la résection, des follicules lymphatiques au niveau de la sous-muqueuse. Vous verrez tout de suite ces nodules jaunes qui correspondent à des lymphonodules, à des petits ganglions sous-mucosales lymphatiques. Alors je pense que la qualité est extrêmement bonne et ça va, comme je viens de dire, nous aider aussi pour les résections. Ça, c'était une dissection sous-mucosale tubulaire. Ici, la pièce va tomber. On l'avait attachée encore au bord supérieur. On avait laissé un petit pont qui se recoupait et tout ce tuyau, disons, tout ce sac va tomber dans l'estomac et on va le prélever. Encore des clips. Et alors, c'est fait. Le patient après. Et alors ça, c'est 3 mois après, sous stéroïdes, immunosuppression avec stéroïdes à haute dose. Mais vous voyez aussi l'origine de l'EBO et le reflux biliaire et les enzymes pancréatiques, le jus pancréatique qui donne origine, disons, à une inflammation continue au niveau de l'œsophage distal, montre l'œsophage plus haut a complètement cicatrisé. Alors il faut donner de la cholestéramine et le patient soumettre à une fondoplicature. Alors quel est l'arrière-fond, disons, du traitement des cancers précoces? Vous le savez, alors quand on respecte certaines règles, disons, les résultats, vous voyez ici les résultats sur des pièces chirurgicales de gastrectomie. Alors quand on a une constellation, disons, comme ça, le risque de métastase est pratiquement nul ou très très faible. C'était la conséquence des critères de résection étendue, et quand vous avez des cancers bien différenciés du type intestinal, alors quand des patients à risque, il n'y a pratiquement plus de limites pour la résection. Ce qui est important, c'est l'envahissement en profondeur. C'est pour les cancers épidermoïdes, c'est maximum 200 micromètres. On ne sait pour l'instant pas si ça peut aller encore plus en profondeur. Pour les BO, pour un des cas pour EBO, probablement on pourrait même traiter des patients qui vont plus en profondeur que 500 micromètres. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait clair. Estomac 500 micromètres et colorectum plus de 1000 micromètres à 1 millimètre. Ce qui est important, envahissement vasculaire, graduation G3, G4 et à risque, carcinome à bague à chaton, ce sont certainement des lésions à risque. Et le budding, alors si on trouve des cellules qui se trouvent hors de l'envahissement cancéreux, distribué dans la sous-muqueuse, ça c'est un signe
un mauvais signe, disons, en ce qui concerne l'agressivité de la tumeur. R1 vertical, alors horizontal, il faut voir s'il faut une résection secondaire ou un contrôle local. Alors, l'arrière-fond, comme j'ai dit, morbidité inférieure de l'endoscopie à la chirurgie et préservation des structures anatomiques et de la physiologie naturelle. Ça, c'était une jeune dame qui était enceinte 2 fois, avait 2 enfants. Alors, c'était 8-9 ans qu'elle n'avait plus vu son gastro-entérologue. Elle a une PAF déjà avec colectomie. Et c'était la lésion qu'on avait trouvée au niveau de l'estomac. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à préserver cet estomac. Ça, c'est la pièce 12 par 9 cm, ici avec double fil de traction en technique clip and line, fil dentaire. Alors, résection étendue dans l'œsophage, je pense que c'est un bon exemple où le futur pourrait aller. Vous savez que l'EBO est toujours en progression, même si le cancer du pancréas est le plus vite à progresser, mais c'est quand même important, en nombre encore plus haut que les cancers du pancréas. Ça, c'était un consensus où je faisais aussi partie à l'époque, et aujourd'hui, c'est toujours, ils ont le standard d'exciser focalement des lésions visibles et de chiffonner, pour dire comme ça, de traiter par radiofréquence le reste de l'endobrachie œsophage. La dissection sous-mucosale, la dissection de la sous-muqueuse au niveau de l'œsophage est plutôt expérimentale. Ça devrait être dans des études parce que les résultats, disons, avec excision focale sont très bon, mais à long terme, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Vous voyez des buried glands, alors des glandes en dessous de la cicatrice dans le brachioœsophage qui sont couverts par cicatrices superficielles, et on a déjà plusieurs cancers et dysplasies de haut grade qui ont été décrits, qui se sont développés en dessous de cette cicatrice. C'est une patiente qui avait exactement cette histoire, dysplasie de haut grade, venait d'Israël, envoyée à Berlin, et c'était la lésion qu'on voyait. Alors, un cancer focal, nous n'étions pas sûrs d'arriver à enlever cette lésion, mais finalement, nous avons réussi à l'enlever par dissection sous-muqueuse. Quand même, la dissection au niveau de l'œsophage, pas trop d'études. Alors, jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'excision focale, disons, de ces lésions, comme je dis, et les premières études européennes, ici de Horst Neuhaus de Düsseldorf, étaient plutôt avec des résultats très limités, ou disons pas très bonnes, 39%, 64%, jusqu'à maintenant 85%. On aimerait vraiment faire mieux. Alors, et coagulation par radiofréquence, disons, c'est quelque chose de spécial d'un point de vue oncologique. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. On aimerait bien, disons, avoir une grande pièce comme ça, avec un résultat histopathologique complet. Alors, ça c'était un endobrachie œsophage référé de Bielefeld. Et alors vous voyez encore la cicatrice, c'était R1 latéralement. Alors on a enlevé tout cet œsophage dans le brachie œsophage long. Ici en rétrovision, ici la pièce. Et là la cicatrisation sous stéroïdes à haute dose. Quand même, il reste un problème de sténose. Les Japonais, Ono, qui était un des inventeurs de la dissection sous-muqueuse, j'ai moi appris la dissection en 1999, fait la première en 2000 à Erlangen. Je l'ai appris directement d'Ono,
du National Cancer Center. Alors il écrit que le risque augmente à plus de 75% de la circonférence. Moi, je pense que c'est déjà à 50% de résection circonférentielle. Qu'est-ce qu'on a développé comme stratégie pour prévenir, disons, ces sténoses, pour traiter ces sténoses, des moyens mécaniques, immunosuppresseurs, couverture de la paroi musculaire avec des tissus synthétiques, collafibrine, comme des plages d'acide polyglycolique, ou bien la greffe de tissus autologues, muqueuse buccale cultivée, ou bien de muqueuse gastrique. Alors on avait publié en Gastroenterology en 2014 cette première greffe de muqueuse gastrique dans l'œsophage. C'était ce patient-là qui arrivait avec un cancer précoce, plutôt déjà un peu polypoïde au niveau de la bouche de Quillion, du sphincter superius de l'œsophage. Il s'extendait ici jusqu'au niveau de l'hypopharynge. On avait discuté, alors avec radiochimiothérapie seule, il aurait en tout cas eu une sténose. Avec chirurgie, ça aurait été difficile au niveau du sphincter superius. Et alors on avait commencé déjà avec les premiers expériments sur le cochon pour une greffe de muqueuse gastrique, mais on avait que trois cochons traités. Alors le patient a accepté parce qu'on ne pouvait pas attendre. Et alors ici, on a prélevé, après la dissection tubulaire, disons au niveau de l'œsophage cervical, cette muqueuse gastrique. On l'a clippée au niveau de la paroi musculeuse, ici au niveau de l'œsophage cervical, et ici mis un stent non couvert. Alors c'était le résultat 6 mois après, muqueuse gastrique, on était heureux. Et ici, le résultat au niveau de l'œsophage cervical, après 18 mois, vous voyez ici cette muqueuse gastrique HP négative, et un peu plus bas encore les signes du stent, disons, du stent non couvert. Alors, dans l'entretemps, on avait plutôt appliqué un protocole à stéroïdes de haute dose qui facilitait, disons, beaucoup les choses. Pas de dissection, pas une transplantation plutôt difficile, disons, à ce niveau. Alors, avec les stéroïdes, il semblait beaucoup plus facile. En plus, le budesonide pour un traitement local ou bien l'injection de stéroïdes cristallines au niveau de la sous-muqueuse étaient des nouvelles options. Alors, on est parti plutôt, disons, pour ce concept. Ce qui semblait très, très important, c'est la ligature des acides biliaires, surtout dans les endopaquets œsophages, avec cholestéramine. Et c'était les résultats des premiers 60 patients avec résection tubulaire œsophagienne sous immunosuppression haute. Et on n'avait pas de différence entre la mise en place d'un stent couvert en plus. Le taux de structure après un an était à peu près le même. Dans 4 à 5 patients, c'était complètement résolu. 1 sur 5 devait toujours venir de temps en temps pour des dilatations. À Friedrichshain, je suis maintenant 2 ans à Friedrichshain, nous avons effectué presque 160 dissections dans les dernières 2 ans. Et alors 32 œsophages, surtout côlon et rectum, mais aussi haute localisation. Comme je vais vous montrer, pour l'œsophage, un taux de résection R0 en respectant
disons, les frontières, disons, naturelles de l'endobraché-œsophage, et on resséquant dans l'estomac et dans la muqueuse épidermoïde normale, on avait un taux de résection histologique R0 de 93,7%, qui est certainement exceptionnel, mais certainement sous nécessité d'immunosuppression. Alors, ça c'est un patient encore français qui était venu nous voir pour un contrôle 9 mois après dissection tubulaire. Et vous voyez, comme lumière, c'est pratiquement un œsophage normal. Au niveau de l'œsophage distal, on ne voit presque plus où ça finit. C'était à ce niveau-là. Et en dessous, vous voyez un cardia intact. Ce qui semble être très important, c'est qu'on n'ait pas d'hernie axiale et qu'on n'ait pas de reflux biliaire à ce niveau-là. Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas toujours. Je suis désolé que ça ne montre pas cette photo. On avait effectué une première greffe de muqueuse grélique dans l'œsophage le 7 décembre 2016. On avait effectué avant des différents expériments sur le cochon, 32 cochons. D'abord, c'était pour les facteurs de risque en ce qui concerne la résection, et après transplantation de différents greffons. Vous voyez, il faut choisir le bon couteau. C'est le couteau que nous prenons. Ça, c'est un autre couteau, défaut de la paroi et perforation plutôt haut. C'est un couteau commercial, et ça avec modification, avec pré-injection de voluvène. Alors, désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne montre pas ces images. C'était transplantation de muqueuse dans 8 cochons. Désolé, vraiment. Et ça, c'était la muqueuse grélique, ici au niveau de l'œsophage, dans le cochon. Alors, désolé, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous connaissez ces éponges VAC, je vous avais montré, on les prend aussi pour des insuffisances post-œsophagectomie. Alors, c'était un ingénieur de 61 ans, venant de Landau au Baden-Württemberg, avec une auto-immunopathie glandulaire. Il était venu, je l'avais traité à Strasbourg en 2015 pour un cancer épidermoïde très similaire au cas que je vous avais montré avant, dissection circulaire sur 7 cm. Même avec stéroïdes, il a développé une sténose récurrente avec nécessité de dilatation tous les 2 semaines. Alors, c'était le cas. On a essayé tout ce qu'on pouvait, même greffe de muqueuse gastrique. Il avait une hyperplasie énorme et je devais enlever, disons, cette muqueuse gastrique avec y inclus les stents. Et moi, j'étais complètement frustré. J'ai téléphoné à mon chirurgien, Martin Loss, et je dis alors, Martin, je ne sais plus que faire. Et la seule chose serait transplantation de muqueuse grélique, mais c'était un succès seulement dans 3 sur 8 cochons, parce que ces cochons perdent aussi facilement leur stent. Alors, l'alternative aurait été un greffon libre, disons, d'intestin grêle, avec une prolongation, disons, des vaisseaux, avec une interposition de vaisseaux. Et quand on a une thrombose, disons, à ce niveau, on a un trou, disons, au niveau de l'œsophage cervical, et le patient part pour le reste de sa vie avec un sachet au niveau du cou et
une sonde de nutrition au niveau de l'estomac. Et alors, on avait parlé avec le patient s'il était prêt, disons, pour ce prochain pas. Et nous avons excisé la cicatrice. Et ce qui était extrêmement intéressant, que même après ces pré-traitements, on avait vraiment quasi un sac, disons, musculaire relativement large. Et nous avons implanté 2 éponges VAC pour changer tous les 2, 3, 4 jours pour conditionner ce terrain, aussi un terrain de cicatrice, et pour augmenter la vascularisation. Alors, ce sont ces éponges. Là, le patient était extrêmement patient et l'a toléré. Et avait une sonde de nutrition, et c'était le résultat après 2 semaines et demie. Alors, c'était Martin Loss a prélevé 40 cm d'intestin grêle par célioscopie, et on a préparé cet intestin, disons cette muqueuse grélique, vous le voyez ici, et on l'a mis sur un stent non couvert et implanté à travers un surtube. Ici, vous voyez cette muqueuse et musculeuse grélique, et ici mis sur ce stent, et ici le surtube. Et maintenant, on voit après libération du stent, ici la muqueuse grélique blanchâtre qui est maintenant poussée contre la paroi par un ballonnet. Alors, on était très sceptiques parce qu'on avait cette hyperplasie énorme. Alors, j'ai enlevé déjà le stent non couvert 5 jours après, et j'ai certainement arraché une bonne partie de la muqueuse grélique, mais quand même, c'était au mois de janvier, on voyait ces coussins, disons probablement de cellules souches et de résidus de muqueuse grélique. Et ça s'est étendu, ça s'est poussé, et vous verrez tout de suite que c'est étendu. Alors c'était histologiquement de la muqueuse grélique passe positive. Absolument désolé. Ici, le greffon, comme il est pour l'instant 2/3 de la paroi, et au niveau, disons, de ce greffon, il n'y a pas de sténose. Au-dessus, il fallait toujours dilater aussi, on est directement au bord avec la muqueuse normale de l'ésophage, mais en tout cas, le patient travaille à plein temps et il mange, il est construit des pipelines pour des aéroports et il travaille à plein temps. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Une révascularisation d'une région cicatricielle est possible par conditionnement avec éponge VAC, en analogie à la chirurgie plastique. Et muqueuse grélique, on en a suffisamment. Alors 5 mètres d'intestin grêle, c'est un greffon ontologue, facilement disponible en large quantité et avec un acte chirurgical simple. Alors je pense que c'est certainement intéressant pour le futur. Mais quand même, moi j'étais pour les dernières 2 ans plutôt chef de service, et il me fallait plutôt m'occuper de mon service au lieu de continuer avec ces travaux systématiques. Alors il faut certainement optimiser encore la technique, disons, de transplantation, aussi évaluation d'une greffe primaire vers une greffe secondaire. Vous voyez que en chirurgie, c'est des fois en 2 temps qu'on fait cette transplantation. Il faut évidemment des protocoles cliniques standardisés, peut-être à un certain point multicentrique. En tout cas, ce qui compte, le patient va très bien, et c'est certainement une direction. Alors un plaidoyer pour une résection endoscopique préservant l'organe. Alors,
Pour le rectum, c'est la même chose. Pour le côlon, la dissection, ici c'est au niveau de l'angle droit, est encore spéciale parce que la paroi est très très fine. Alors là, l'application des OTSC atraumatiques est certainement une possibilité qu'il faut évaluer systématiquement. Là, c'est une résection de la papille. Ici, malheureusement, on trouvait un adénocarcinome focal. Alors, le patient doit être soumis par force à un DPC parce qu'on n'a que des petites pièces. On aimerait bien faire mieux. Mais au niveau du duodénum, la paroi est fine. Le parcours du duodénum est intra- et rétropéritonéal. Quand on a une perforation, alors ça peut être très très grave. Et en plus, au niveau du deuxième et troisième duodénum, on a un risque complémentaire d'autodigestion secondaire à cause du liquide biliopancréatique, parce que la paroi est très fine et c'est labile, et le liquide pancréatique avec lequel nous digérons nos beefsteaks, alors pourquoi pas autodigestion de la paroi fine. Alors en cas de perforation, un backup chirurgical est très très difficile et très souvent on peut ne que mettre un drain radiologique ou un VAC chirurgical. Alors encore à Strasbourg, nous avions effectué la première mise en place d'un VAC duodénal après dissection étendue. Et catastrophe, désolé, c'était une grande lésion duodénale, et ça c'est le résultat après la dissection. Là vous voyez la pièce. Je suis vraiment désolé. On met ce type de VAC, on a traité dans l'entretemps 7 patients avec cette méthode. Avec succès, dont 6 de ces 7 patients, un patient a dû être opéré quand même 3 jours après. Mais tous ces patients étaient candidats premièrement pour une DPC. Alors, ça c'était le patient avec cette large résection qui venait de l'université de Mayence, et ça c'est le contrôle 6 semaines après. Dilatation. Là, vous voyez ce type de dissection. La paroi est très très fine. Alors, moi je fais la dissection presque pour 20 ans maintenant. Je ne le conseille pas à le faire quand on a peu d'expérience. Il faut vraiment faire attention parce que la paroi est vraiment extrêmement fine. Mais c'est faisable. On a peu qui le font en Europe. Là, vous voyez, disons, le terrain de résection. Ici, c'est la papille, une sphinctérotomie d'une manière un peu différente. Mais là, on ne peut pas laisser cette paroi comme ça. Il faut mettre des clips atraumatiques et une éponge VAC en tout cas. Autrement, c'est trop dangereux. Alors, patiente. Alors, on peut aussi appliquer des techniques de dissection sur haute, transférées sur haute technique, comme ici pour une papille en localisation intraverticulaire, très difficile à cannuler. Alors, nous avons clippé du fil Adam ici par un clip tiré, et vous voyez tout de suite la papille. Alors, nous devenons de plus en plus moins invasives. Les différentes disciplines vont plutôt pousser ensemble. Et je pense on va en tout cas aller vers une résection endoscopique préservant l'organe. Au père, je l'ai baptisé peut-être, ça sera l'endoscopie du futur. C'est ce qui compte. Et un très grand merci. Soyez les bienvenus à Friedrichshain si vous êtes en Allemagne. Et on fera un tout petit cours au mois de décembre si quelqu'un est intéressé. Merci beaucoup.